Bonsoir et bienvenue dans Prisme. Aujourd'hui, nous allons parler de notariat en Mauritanie. Le notaire est, dans une définition générale, un juriste investi d'une mission d'autorité publique. Pour exécuter sa mission, l'État lui confère une parcelle d'autorité publique. Le notaire assure le service d'authenticité. Pour plus en profondeur, nous avons avec nous aujourd'hui le maître Choy Sao Mamadou pour nous parler du notariat et de ses problématiques en Mauritanie. Maître Sao Choy Mamadou, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Bonsoir. Voilà, en fait, vous-même... Merci de me recevoir aussi. Merci à vous. Vous-même notaire, parlez-nous du rôle du notaire. Qu'est-ce qui vous distingue des autres professions de droit, telles que les huissiers, tels que les auxiliaires de justice en général? Ouais. Il y a un vocable souvent qui nous associe à ces professions-là à travers le vocable auxiliaire de justice. C'est un peu vrai, mais la réalité c'est que le notaire aussi est un officier public, comme le huissier. Ils sont donc des officiers publics qui sont ici pour, nous concernant le notaire, pour dresser des actes authentiques, donc pour assurer un service public de l'authenticité. Pour être plus précis, ils sont établis pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner leur caractère d'authenticité lié aux actes de l'autorité publique. Donc, quelque part, le notaire est délégataire d'une puissance publique, à l'image du magistrat. Donc, c'est un magistrat de l'amiable. Pour revenir un peu, quels sont les domaines de compétences des notaires, voire les matières pour lesquelles l'office de notariat est requis? Nous avons un domaine qui est quasiment connu, qui est notre domaine de prédilection, c'est en général tout ce qui est foncier en général, donc domaine immobilier. Mais en réalité, le notaire, de par sa profession, est appelé à connaître beaucoup de domaines. Donc, il y a tout ce qui est droit des sociétés en général, le droit de la famille, donc tout ce qui est succession. Et aussi, la loi nous donne la primauté de dresser tout ce qui est autorisation légale, savoir les procurations, les autorisations parentales. Et dans un autre registre aussi, nous sommes des conseillers des parties, des conseillers impartiaux. Parce que même si nous avons à connaître dans le litige, nous nous devons de conseiller invariablement les parties. Et là, c'est une distinction nette avec la profession d'avocat. Donc, quelle est la différence entre un acte notarié et un acte non notarié? Donc, la définition d'un acte notarié, c'est un acte authentique et qu'on oppose souvent à un acte sous signature privée. Et j'ai l'habitude, en expliquant la nature de l'acte authentique, d'expliquer à mes collaborateurs, aux stagiaires qui passent par l'étude, que la reconnaissance d'une dette qui est cochée sur un papier qui a servi à emballer un pain est un acte sous signature privée, donc qui a une valeur plutôt relative par rapport à l'acte authentique qui est donc dressé et reçu par le notaire. Donc, pour parler plus scientifiquement, en termes de valeur probatoire, l'acte authentique est un acte qui a une force probante beaucoup plus forte et une force exécutoire. Probante, c'est-à-dire ce qui est dressé dans cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux. L'inscription de faux, c'est une procédure lourde devant les tribunaux qui prouve que le notaire a fauté. Et si le cas est justement admis qu'il a fauté, il encourt même la destitution. Alors que l'acte sous signature privée, c'est un acte simple qui peut être aussi contesté par le même moyen, c'est-à-dire la production du contraire. C'est ce qu'on dit souvent, jusqu'à la preuve du contraire, l'acte sous signature privée fait foi. Alors que l'acte authentique, il fait foi jusqu'à inscription de faux. Et vous revenez, vous, récemment du 31e congrès de la CAF à Dakar, le congrès des notaires de l'Afrique. Vous avez parlé de la numérisation du foncier, de la déjudiciarisation. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vraiment le fondement de ce congrès? C'est un congrès qui vient à point nommé, pour la simple raison que nous avons opté pour 3 thèmes qui sont
d'actualité et qui sont aussi une nécessaire anticipation de la profession, de l'irréversible parcours actuellement, c'est à savoir que le monde actuel ne peut pas se passer de la numérisation, donc pour dire plutôt de la dématérialisation. Actuellement, toutes les procédures sont dématérialisées, donc en parlant de la numérisation, donc de tout ce qui est dématérialisation, nous avions à cœur de montrer que nous, notaires, nous devons nous adapter à l'évolution du monde. Comme disait l'autre, faire notre aggiornamento, l'évolution avec le temps. Et l'autre thème parlait du foncier. Tout le monde connaît le notaire comme le professionnel des actes relatifs au foncier, donc les contrats de vente, les contrats de tous les baux portant sur des immeubles ou même les baux ruraux, quand on parle par exemple de biens ruraux. Donc nous avions aussi à parler du foncier en général, et ma modeste personne a donc intervenu sur ce thème au nom du notariat mauritanien. Le troisième thème, qui n'est autre chose que le cœur même de l'activité notariale, à savoir la déjudiciarisation, qui est de soulager un peu les tribunaux, parce qu'étant des magistrats de l'amiable, le notaire était la personne la mieux indiquée pour pouvoir aussi soulager le juge, pour désengorger les tribunaux. Il était question, par exemple, de permettre au notaire dorénavant de pouvoir rédiger un contrat de mariage, de pouvoir recevoir un acte de constatant, donc un divorce à l'amiable, et d'autres cas qui pourraient désengorger les tribunaux et en même temps aussi permettre aux justiciables, aux usagers de droit, que sont les citoyens, de pouvoir approcher le notaire sous un angle plutôt confortable, parce qu'il y a l'amiable qui prévaut. Vous avez déjà fait d'autres pays, donc vous avez déjà eu à voir comment se passe le notariat hors de chez nous. Mais comment ça se passe ici chez nous? Est-ce que les Mauritaniens font souvent recours au notaire ici? Les Mauritaniens, au début, il y avait cette situation qui n'était pas du tout confortable pour nous, les notaires. C'est que d'aucuns nous confondaient avec les imams, ce qui n'est pas le cas. L'imam avait et a toujours ce rôle toléré de pouvoir constater une transaction sans aller jusqu'au bout de l'opération. Nombreux sont ceux qui viennent nous voir ici pour faire ce qu'on appelle un acte de dépôt, qui constate une transaction immobilière. Mais tant que l'acte n'est pas enregistré, il demeure inopposable au tiers. Donc, la surprise souvent, c'est que le client qui vient nous voir, donc l'usager de droit, parce qu'on ne parle plus de client en notariat, il est obligé de régulariser une série d'acquisitions. De bonne foi, il s'exécute, mais avec des lourdeurs que rien ne justifie. Maintenant, depuis peu, on commence à connaître l'activité notariale à travers aussi une forte activité au niveau bancaire, parce que nous connaissons maintenant un développement de l'activité bancaire, et les banques contribuent à faire connaître le notaire parce qu'ils savent la sécurité juridique qui se cache derrière les actes authentiques, donc ils n'acceptent pas d'accorder un prêt sans passer par le notaire. Et l'occasion aidant, donc le client qui se présente au notaire, il a des explications sur la nécessité de sécuriser ces actes, y compris de régulariser certaines acquisitions qui ont été faites par acte sous signature privée, qui est l'acte d'imam dont je parlais tout à l'heure. Donc, qui n'est pas un acte qui a la force. Oui, mais quelles sont les frontières entre, par exemple, les actes notariés et les actes passés devant des imams, plus précisément? L'acte passé devant un imam, bon, il faut peut-être faire un peu d'histoire, parce qu'il semblerait même, moi qui suis notaire il y a que peu de temps, il semblerait qu'au début, les pouvoirs publics n'avaient pas encore institué la profession notariale. Pour entretenir les mosquées, on avait donné à certains imams la possibilité de constater des transactions immobilières en attendant que l'État régularise la transaction. Donc, il y a eu cette pratique qui s'est instaurée au point que certains confondent le notaire avec l'imam, ce qui n'est pas la même chose. Et la frontière, elle est au niveau de la reconnaissance de l'acte, au niveau de sa qualité, au niveau aussi de sa valeur juridique. L'acte dressé par un imam qui n'est pas enregistré n'a pas encore cette reconnaissance juridique. C'est-à-dire que si vous perdez l'acte d'imam, vous risquez de ne pas pouvoir régulariser votre acquisition. Ça, c'est dans le premier temps.
il y a un autre rôle qui est prépondérant, c'est que nous, en recevant l'acte, nous sommes aussi des collecteurs d'impôts. Nous expliquons aux usagers de droit qu'ils se doivent d'acquitter des droits d'enregistrement que nous collectons et que nous reversons à l'État. C'est ce que l'imam ne fait pas. Donc, d'aucuns confondent ces deux agents. Nous sommes des officiers publics qui officions pour essayer d'expliquer la loi aux usagers du droit. Et en même temps aussi, nous avons un rôle qui est important. Nous collectons l'impôt à l'occasion des transactions immobilières au nom de l'État, ce qui aussi nous distingue des avocats. Pour faire par exemple un acte, une transaction, le notaire a le devoir de remonter à la source, à la première acquisition déjà pour faire un acte d'authenticité. Exactement. Et que c'est différent. Pour donner un exemple, pour expliquer davantage aux par exemple, si téléspectateurs. on a en face de nous un acquéreur qui veut régulariser sa transaction, la plupart des cas, il l'a déjà fait chez un imam, pour des biens qui ne sont pas encore immatriculés. Là aussi, il faut faire une nuance. Parce que si le bien est immatriculé, c'est-à-dire qu'il a atteint une propriété inattaquable, à savoir le titre foncier, en ce moment-là, point n'est besoin d'aller voir l'imam parce que la loi dit que forcément il doit passer par un notaire. Donc pour les autres biens qui font l'objet encore de titres précaires, à savoir les permis d'occuper, les autorisations provisoires, en général, on se doit de remonter au moins, donc il y en a qui parlent d'origine trentenaire, mais quand même de remonter jusqu'aux origines parfois lointaines du bien. J'ai eu moi à traiter des actes où l'origine de propriété me ramène à 1860 par exemple. À l'époque, le livre foncier se trouvait à Saint-Louis. Et je pense que durant le congrès passé, j'étais un des rares à avoir disposé de ce titre foncier qui date du temps colonial et qui concerne la ville de Rosso. Donc quelque part, nous remontons jusqu'à au moins une origine trentenaire pour voir s'il n'y a pas eu de problème de transmission. Parce que tant que la chaîne de transmission n'est pas rompue, on peut considérer que l'acte est valable. À partir du moment où la chaîne est rompue, là, on se trouve en présence de difficultés, parfois même avec des problèmes insurmontables, que vous savez très bien, avec des transactions parfois douteuses, avec son cortège de contestations. Oui, le notaire peut aussi être abusé. La confiance du notaire peut être abusée avec certaines transactions ou le fait de remonter jusqu'à le titre foncier. Oui. On a eu beaucoup de problèmes de foncier ici en Mauritanie. On les a toujours. Ouais. Pour vous rassurer que ce cas-là n'est pas simplement l'apanage de la Mauritanie, parce que je viens de découvrir à l'occasion du 31e congrès des notaires d'Afrique à Dakar que finalement nous n'étions pas mal lotis, parce que nous avons actuellement un état civil plus ou moins fiable. Le service des domaines est en train de faire un travail extraordinaire de dématérialisation même des procédures, ce qui permettrait au notaire, dès qu'il a un titre, de pouvoir consulter par une réquisition la direction de domaine pour avoir les références du bien et de pouvoir faire le lien entre le bien et le prétendant acquéreur ou possesseur de bonne foi. Donc si le lien est établi, évidemment, et si le travail est bien fait, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Et étant doté d'un état civil fiable, la procédure qu'on projette de faire ensemble avec tous les acteurs, c'est d'avoir un lien avec la direction des domaines, un lien avec la direction des transports terrestres pour les permis aussi, les cartes grises, et aussi un lien avec le service de l'état civil. Tout ça dans le cadre de procédures dématérialisées. À partir d'un clic, on peut remonter l'origine de la propriété et savoir le véritable propriétaire pour ne pas être abusé, comme vous le dites. Maître Sow, il y a une grosse polémique, on va revenir sur ça, qui agite, vous parlez tout à l'heure des avocats, qui agite un petit peu la relation entre les avocats et les notaires, à savoir l'article 116 bis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, volontiers. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de m'exprimer. Je n'ai jamais voulu entrer dans ce débat, que j'ai trouvé un débat faux au départ, malencontreux. Qu'est-ce qui se trouve à l'endroit donc de nos confrères de la profession d'avocats, parce que les avocats sont aussi des juristes, il faut expliquer à l'opinion publique de quoi ils retournent en réalité. Certains avocats ont cru devoir rédiger les actes pour les notaires, alors qu'un notaire a cette qualité
d'être le professionnel du contrat, là où l'avocat pourrait se prévaloir d'être le professionnel de la procédure devant les tribunaux. Nous, notre rôle, c'est d'éviter le conflit. Nous sommes les empêcheurs de conflits et de différends. Quand il y a un différend, c'est qu'en amont, nous avons quelque part échoué. Comment alors être crédible en disant qu'un avocat peut rédiger un acte pour le notaire? La prétention, peut-être, c'est que dire que le notaire n'est pas averti, et il n'y a rien de plus faux, parce que nous sommes tous formés pour rédiger les contrats, pour éviter certains écueils et pour éclairer les parties sur les attendus des contrats. C'est que je vous donne comme exemple qui est révélateur de la situation en réalité, c'est que j'avais à la sortie de l'article de la loi qui contient ce fameux article 116 bis, c'est la réforme du Code de commerce en 2015, j'avais été interpellé par une banque de la place en me disant, mais maître, vous devrez quand même appliquer l'article 116 bis parce que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, de nous mettre en porte-à-faux par rapport à la loi. J'ai dit, vous avez parfaitement raison, mais ce que vous me présentez comme document, qui est donc rédigé par un avocat, qui prétendument vous a conseillé sur les conséquences juridiques de l'acte, je ne peux pas le signer pour la simple raison qu'il y a un problème de qualité à agir. Et j'ai expliqué aux dirigeants de la banque à l'époque que l'avocat a omis, et le mot est peut-être un peu fort, il a omis, je suis gentil, il a simplement ignoré d'expliquer à la banque que la personne qui voulait hypothéquer le bien n'avait pas encore muté le bien à son nom. Donc, cette procédure de mutation fait que l'acquisition prétendue des clients est inopposable au tiers, donc on ne peut pas faire une hypothèque sur un bien qui ne vous appartient pas. Et c'était un argument qui avait convaincu la banque. Nous avions expliqué à l'époque à la profession d'avocat, que j'appelle souvent profession sœur, parmi laquelle il y a d'éminents professeurs qui ont contribué à notre formation, qu'ils auraient gagné à ne pas donc insister sur un article qui ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas raisonnablement, ni juridiquement, ni même économiquement, demander aux avocats de rédiger d'abord un acte et de le présenter à un notaire pour signature, pour authentification, alors que dans l'authentification elle-même, le mot authentique, il y a la rédaction, il y a le conseil, il y a aussi la garantie de bonne fin de l'opération, c'est-à-dire l'obligation d'efficacité qui pèse sur le notaire. Et d'où vient cet article qui finalement est mort-né? Cet article mort-né vient, les promoteurs de l'article que j'appelle promoteur, parce qu'il s'agit de cela, vient d'un code tunisien qui dit clairement, le code, la source même, a été un peu modifié. Le code tunisien, qui n'est pas la référence en matière notariale, avec tout le respect que je dois à mes confrères de Tunis, le code tunisien disait ceci, que la rédaction d'un contrat relatif en fonds de commerce doit être confiée à un avocat non stagiaire. Qu'est-ce qu'il visait à travers cet article? Qu'il arrive des moments que les gens rédigent, je disais tout à l'heure, un acte sous signature privée. N'importe quel acte qui n'est pas rédigé par le notaire est un acte sous signature privée, y compris l'acte rédigé par l'avocat. Donc pour élever un peu le degré de sécurité à ce niveau-là, il demandait à ce que les actes qui ne sont pas rédigés par les notaires soient rédigés par des avocats non stagiaires. Et nos avocats, gorgés un peu de prétention, ont dit peut-être modifier un peu l'exception, parce que le code tunisien acceptait les actes authentiques, c'est-à-dire les actes rédigés par les notaires. Et ils ont carrément décalé l'exception, disant que tous les actes authentiques doivent être rédigés par des avocats non stagiaires. Donc, y compris l'acte de notaire doit être rédigé par un avocat non stagiaire, ce qui est absolument inadmissible dans un État, dans un pays policier où on connaît quand même le rôle de l'avocat qui est un rôle éminemment important, le rôle du notaire qui est un rôle éminemment important dans le maillage. Et c'est, je pense, un débat qui est fort clos parce que, heureusement, le gouvernement mauritanien a compris donc l'enjeu et la périllosité de cet article
ils ont par un projet de loi qui est validé en Conseil des ministres, ils ont tout simplement abrogé l'article 116 bis. Mais si je comprends bien, cet article étend le domaine de compétences des avocats s'agissant du fonds de commerce, des fonds de commerce. Je suis même tenté de dire accaparement des compétences des notaires par les avocats. Mais même si on n'abrogeait pas l'article, comment expliquer que l'avocat qui rédige, donc normalement il va avoir des honoraires sur sa rédaction. Il le présente à un professionnel qui lit, c'est rédigé. Il sait rédiger le notaire. Lui, forcément, il a droit à des honoraires qui sont fixés par la loi. D'ailleurs, l'article, s'il devrait s'appliquer, il demandait un décret d'application aussi. Tout ça, ça se repose au finish sur qui? Sur le justiciable, l'usager du droit. C'est le citoyen qui va devoir payer deux professionnels. Donc, vous imaginez que c'est superfétatoire. Ça ne peut pas s'appliquer, c'est inutile. Et le propre des juristes, c'est de concevoir des procédures pour faire évoluer la marche de la société et non pas pour ankyloser le développement économique du pays. Mais en faisant abstraction de votre corporation, quelle est la portée de cette bataille juridique, justement? Moi, je suis tenté de dire que c'est un faux débat, donc une fausse bataille juridique. Parce que pour faire une caricature qui pourrait expliquer peut-être l'opinion publique, c'est comme si un charretier demandait à remplacer un taximan. Ah, ce serait vous les taximans, les notaires? Voilà, évidemment, parce que nous sommes des professionnels du contrat. C'est, en toute modestie, notre rôle. Notre rôle, c'est de éclairer les parties sur la portée de convention, d'essayer même de transformer leur dire en langage juridique acceptable, donc qui soit aussi en conformité avec les lois. C'est ça notre rôle. Et parfois même, nous sommes aussi les gardiens des secrets de famille, à travers des testaments. Et comment demander, par exemple, je donne cet exemple qui sera peut-être expliquer la situation, comment demander à un avocat de rédiger un testament pour un usager de droit et de l'amener chez le notaire, alors que le notaire, parfois même, s'il ne peut pas rédiger ce testament, il ne peut pas être le témoin authentique du testament. Et une procuration, parce qu'on a soulevé cette question aussi pour montrer un peu les contradictions de l'article 116 bis. Un avocat qui va ester en justice au nom de son client, parce qu'ils connaissent des clients, pas des usagers de droit. Il va ester en justice avec une procuration qui est dressée par le notaire, parce que la personne a désigné son avocat. Tous les jours, nous en faisons des procurations pour avocats. Et comment il peut lui-même rédiger sa propre procuration pour le présenter à notaire? C'est une contradiction. Je suis franchement surpris qu'à ce niveau et au niveau de développement, parce que la profession d'avocat en Mauritanie a été à l'origine de pas mal de combats pour asseoir un état de droit chez nous. Je suis surpris qu'il y a des avocats qui se sont élevés contre cette projet, mais ils le font doucement. Ils ne le font pas entendre, alors qu'il y a d'éminents avocats qui ne seraient pas du tout d'accord avec les dispositions de cet article, qui malheureusement a bousculé un peu les habitudes. Mais justement, quel est l'impact en fait? Quel serait l'impact sur les transactions économiques et financières en matière de climat des affaires en Mauritanie pour les investisseurs? Le climat des affaires, justement, pouvait être ankylosé par cet article s'il venait à s'appliquer, parce qu'il y aurait déjà un problème de responsabilité donc de la tenue des archives déjà. Il y a un problème aussi de secret professionnel, même si les avocats en connaissent, parce que le secret professionnel, de par notre formation, il n'est pas de la même nature que le secret professionnel de l'avocat. Nous avons donc l'obligation de confidentialité, une obligation aussi d'indépendance vis-à-vis des usagers de droit. Les avocats aussi oui, mais en rédigeant l'acte, l'avocat il rédige plutôt ce qu'on appelle des conclusions pour défendre une partie contre une autre. Nous, en rédigeant l'acte, nous le rédigeons avec une indépendance qui est consubstantielle même à la fonction de notaire. Quand nous avons en face de nous deux parties, les deux parties sont à équidistance par rapport au notaire, ce qui n'est pas le cas de l'avocat qui défend. D'ailleurs, j'avais dit une fois à un des avocats que si jamais on nous attaquait pour une observation de la loi, que je le réservais déjà pour être mon défenseur.
Alors, disons, parlons un peu. Une dernière question. Le notariat en Mauritanie, comment il se porte? Je le disais à l'occasion de ma prestation de serment que c'est un notariat très jeune. Il existe depuis 1997. Et donc, c'est un notariat qui a donc la vigueur de sa jeunesse. Donc, il est jeune, mais en même temps aussi qui peut être fragile, fragilité de son inexpérience. Il se comporte déjà depuis peu, nous participons comme il se doit au concert des nations en matière notariale. Nous avons chaque année un congrès qui regroupe tous les notariats d'Afrique. Et le notariat Mauritanie participe effectivement à ce rendez-vous. Et au niveau local, nous sommes une quarantaine désormais de notaires et de notaires bien formés. Et pour répondre aussi à nos cousins avocats, l'écrasante majorité des notaires sont tirés des avocats. Ils proviennent de la profession d'avocat, mais avec une expérience bien confirmée, au moins 15 ans d'expérience. Il y a un autre lot qui provient des anciens greffiers en chef, parce que là où il n'y a pas de notaire, même actuellement, c'est le greffier en chef qui assume les fonctions notariales. Donc, quelque part, notre travail se comporte très bien. Nous essayons, en tant que faire se peut, d'assurer le service public de l'authenticité. Et nous sommes donc contraints à une obligation d'instrumenter, parfois aussi de conseiller les parties, gratuitement, parce que c'est de la nature même de notre profession de le faire. Et ça se passe très bien avec des jeunes notaires qui viennent renforcer le contingent notaire. Moi qui m'estimais jusqu'à peu comme le Benjamin de notaire, actuellement je me considère comme étant le doyen des notaires, en tout cas parmi les doyens des notaires. Merci beaucoup, Maître Sow Choi Mamadou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous, Ndei Sow Sidi, de nous avoir permis d'expliquer cette profession qui est donc la noblesse du métier notarial. Et j'espère avoir été à la hauteur dans mes explications. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine dans Prisme.